Bonsoir François Asselineau. Encouragez-vous les Gilets jaunes? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 23 décembre. Je vais répondre évidemment à cette question, mais auparavant, je voudrais d'abord vous prier de m'excuser à mon tour pour ce délai qui est dû à un problème technique de pare-feu sur une Livebox nouvelle, si j'ai bien compris, et qu'il a fallu contourner. Je voudrais surtout vous dire bienvenue dans notre nouveau studio, le studio de la rue Baffrode, de notre siège. Donc, petit à petit, nos investissements portent leurs fruits. Nous avons maintenant, comme vous le voyez, un studio qui est presque de qualité professionnelle. Alors évidemment, ça fait sourire compte tenu du retard que nous avons eu exceptionnellement pour ce premier numéro. Mais voilà, normalement, on va avoir maintenant, ici, autour de cette table que vous voyez, on va avoir la plusieurs fois par semaine des débats, et pas seulement avec moi, parce qu'il faut aussi donner la parole à d'autres personnes, je vais y revenir dans un instant, mais également pour faire mes entretiens d'actualité ou pour tout ce genre de choses. Voilà. Donc j'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui participent à l'essor de l'Union populaire républicaine. J'ai lancé le 1er novembre dernier une opération de collecte de fonds pour la préparation des élections européennes qui auront lieu le 26 mai prochain. Et donc c'était le 1er novembre. Nous voici le 23 décembre, donc avec à peu près 53 jours après. Et nous avons bientôt 300 000 euros sur le budget que nous avons fixé pour la préparation des élections européennes, qui est de 1 200 000 euros. Donc on a à peu près obtenu le quart du budget nécessaire pour faire les 46 millions de bulletins de vote, plus 46 millions de bulletins de vote envoyés aux électeurs, plus 46 millions de professions de foi, plus les 160 000 affiches à coller sur les bureaux les panneaux des bureaux de vote, plus l'organisation d'un certain nombre de grandes manifestations. Tout ceci, nous l'avons budgété pour un coût qui ne devrait pas être très loin de celui que nous avait coûté l'élection présidentielle. Alors ce point étant posé, je réponds à votre première question. Donc, est-ce que nous soutenons, est-ce que l'UPR soutient les Gilets jaunes? Je suis toujours un petit peu prudent pour avancer là-dedans parce que j'ai bien entendu ce que dit ce mouvement des Gilets jaunes depuis la mi-novembre. C'est un mouvement qui a toujours beaucoup insisté sur sa volonté de ne pas être récupéré politiquement. Et parmi le grand nombre de questions qui nous sont parvenus pour la reprise de ce direct aujourd'hui, il y avait quand même un certain nombre de questions de gens qui me disaient « Mais finalement, monsieur Asselineau, pourquoi on ne vous voit pas avec les gilets jaunes sur le terrain, etc. » Moi, j'écoute ce que l'on me dit. Les gilets jaunes en question ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas être récupérés, donc j'ai dit que personnellement, je n'irais pas. En revanche, nous avons beaucoup de nos adhérents, de nos sympathisants qui sont des gilets jaunes. Puisque finalement, pour être gilet jaune, c'est assez simple, il suffit de se mettre un gilet jaune. J'y reviendrai dans un instant. Et qui, sur le terrain, diffusent nos analyses, participent au débat, dans le débat assez rond-point notamment, et lors des manifestations qui ont lieu maintenant, désormais, comme un métronome, toutes les 6 semaines. Il se trouve que j'ai fait une longue série de conférences en France. J'ai fait 9 conférences à la suite, à Colombelles et 2 Églises, en Haute-Marne, puis à Troyes dans l'Aube, puis ensuite à Chalon-sur-Marne dans la Marne, puis Montmirail dans la Marne, puis Reims dans la Marne, puis Limoges dans la Haute-Vienne, puis Auch dans le Gers, puis Rochefort en Charente-Maritime, et puis Beaumont-Saint-Cyr, pas très loin de Poitiers dans la Vienne. Tout au long de ces pérégrinations, j'ai rencontré des gilets jaunes. J'en ai rencontré parfois le long des routes ou sur les ronds-points. Je me suis arrêté une fois ou deux. Et j'en ai rencontré également des gens qui ont voulu venir me voir à l'issue, soit participer aux conférences que je tenais, soit à l'issue des conférences. Alors qu'est-ce que l'on peut dire tout en étant prudent, hein? Voilà, je ne veux pas, moi, donner l'impression de récupérer ce mouvement. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire d'abord que c'est un vrai et profond soulèvement populaire. Je dirais aussi que ça n'est pas un club d'amateurs de cigares ou d'amateurs de boules, de joueurs de boules. Il s'agit en fait d'une espèce d'expression spontanée de jacquerie
qui est apparu dans le public. Et parmi les gilets jaunes, eh bien, tout le monde peut être gilet jaune, je le disais tout à l'heure. Où il y a aussi bien des gens qui sont des mères de famille, qui n'ont jamais manifesté, à un bout, et puis à l'autre extrémité, vous avez des professionnels de la gîte propre et de la manifestation. Vous avez à la fois des gens qui sont d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, du centre, des écologistes. Il paraît même que vous avez certains qui ont voté En Marche qui sont gilets jaunes. Alors cette nébuleuse, effectivement, donne un sentiment un petit peu diffus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile, ça plus le fait qu'ils ne sont pas structurés politiquement, il est difficile pour le gouvernement de traiter avec ce mouvement qui est assez insaisissable. Insaisissable d'ailleurs au sens propre, comme on l'a vu hier samedi, puisqu'il y a eu une espèce de jeu du chat et de la souris, notamment à Paris, entre le mouvement des Gilets jaunes et puis la police. Le problème que ce mouvement ne soit pas, le fait que ce mouvement ne soit pas structuré pose un problème. C'est que il y a parmi les gilets jaunes des très très nombreux Français qui sont très légitimement en colère. Et puis il peut se glisser aussi ici ou là des gens plus excités, plus énervés, voire des provocateurs. Donc si je peux me permettre de dire une chose, la première, je vais donner des conseils, si je peux donner des conseils, puis après les gens ils en font ce qu'ils veulent. Premier conseil que je donnerai aux Gilets jaunes, c'est d'abord de rester toujours calme, de rester ferme et calme dans leurs revendications sans jamais verser dans l'outrance. Il ne faut pas se livrer à des actes de violence. Il ne faut pas tenir des propos d'extrême droite, antisémites ou des actions très violentes parce que ça choque en fait l'esprit beaucoup de gens qui disent qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'hyper-violence. Méfiez-vous d'ailleurs encore une fois sur le fait que parfois il peut y avoir des casseurs qui ont été envoyés là pour essayer de salir le mouvement. Un deuxième conseil que je donnerais d'ailleurs aux Gilets jaunes, c'est qu'il leur arrive un peu ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire la diffamation. C'est-à-dire, rappelez-vous, l'année dernière, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, on avait tout fait pour me cacher, et puis lorsque je suis arrivé en pleine lumière parce que j'avais 587 parrainages, j'ai été accueilli par un concert de dénigrement, de diffamation. On m'a soupçonné d'être d'extrême droite, on m'a même dit, affirmé que j'étais complotiste, conspirationniste, etc., etc., etc. Ce qui blesse de recevoir ce genre d'attaque gratuite. C'est un petit peu ce qui risque d'arriver aux Gilets jaunes, puisque, à vrai dire, le gouvernement ne sait plus très bien comment faire face à ce mouvement qui ne s'essouffle pas beaucoup. Alors évidemment, hier, il y avait sans doute, moins de manifestants que la première fois, je crois que c'était le 17 novembre ou la deuxième fois. C'est possible. Mais nous sommes le 23 décembre. Hier, c'était le 22 décembre. C'était le samedi précédent le réveillon de Noël. Donc énormément de Français, du moins ceux qui ont encore les moyens, faisaient des courses pour préparer le réveillon de Noël, éventuellement pour acheter des cadeaux à leurs enfants, à leurs conjoints, à tous ceux qui leur sont chers. Donc le fait qu'il y ait eu hier, selon la police, je crois quelque chose comme 38 000 manifestants à travers la France, mais d'après les photos que j'ai vues et que nous avons relayées d'ailleurs sur nos pages de Facebook, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de monde encore pour un 22 décembre. Et à travers toute la France, on s'est focalisé sur Paris où il y a eu des mouvements sporadiques qui se sont déplacés, mais il y a eu, j'ai des amis qui ont circulé en province qui m'ont raconté, puis on a vu des photos. Dans un très grand nombre de villes, il y a eu quand même une présence de gilets jaunes tout à fait significative alors qu'on était le 22 décembre. Moi, je dirais aux gilets jaunes, continuez à être fermes, déterminés, et surtout très, très tranquille, très calme, et à ne jamais verser dans l'outrance. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. J'ai encore d'autres conseils à leur donner. Peut-être, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'aime bien ce mouvement. Je le soutiens. Je soutiens ce mouvement parce qu'il est fondé. Au-delà, il a démarré sur un problème de taxes sur les produits pétroliers, mais il s'est très vite élargi à d'autres phénomènes. Et c'est un mouvement qui témoigne d'une espèce de mouvement général de la société française qui refuse en fait énormément de choses qui lui sont imposées
On a l'impression que la société française est une société comme une espèce de vase où l'eau de la protestation s'est accumulée au cours des quinquennats précédents, au cours des 20 ou 25 années précédentes. Et puis, on a l'impression qu'avec Macron, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est d'ailleurs un phénomène qui n'est pas seulement français. C'est un phénomène qui est dans la lignée, en définitive, du Brexit au Royaume-Uni en 2016, suivi de l'élection de Donald Trump en 2016, suivi également des élections ici ou là qui ont émaillé la vie politique des pays, d'un certain nombre de pays du monde, notamment des pays occidentaux, et qui ont vu apparaître des gens hors système. Je pense à Sebastian Kurz en Autriche, je pense aux populistes, enfin appelés tels, et ceux qu'on appelle les populistes polonais ou hongrois. Je pense aussi à l'accord de gouvernement qu'il y a eu lieu en Italie entre M. Salvini et M. Di Maio, entre la Lega et le mouvement 5 étoiles. Et je pense aussi, d'une certaine façon, à l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense que pour un certain nombre d'électeurs l'année dernière, certains se sont dit « je vais voter pour un candidat hors système en votant Emmanuel Macron ». En quoi ils ont eu grand tort, puisqu'en fait Macron est la quintessence même du système. Sauf que les grands milliardaires qui tiennent les médias, les oligarchies qui comme un poisson dans l'eau à Bruxelles, à la Commission européenne, ou à Francfort, à la Banque centrale européenne, ou à l'OTAN, eh bien, tout ceci ils ont promu médiatiquement Macron, qui maintenant est obligé de faire la politique voulue par les gens qui l'ont promu à l'Élysée. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de Français découvrent que Macron, loin d'être hors système, en fait, était la perfection même du système contre lequel il voulait se battre. Ce qui donne cette impressionnante descente de M. Macron dans les sondages, et ce qui donne à ce mouvement des Gilets jaunes une grande force, une grande durabilité. Ajoutons à ça que M. Macron a été complètement dépassé par les événements, qu'il a fait le 10 décembre une intervention télévisée qui était franchement assez mauvaise. On avait l'impression que tout ça, il répétait un sketch ou il répétait une pièce de théâtre qu'il avait apprise, et puis où il a annoncé des mesures qui étaient trompeuses, où les gens ont pu se tromper. On a publié sur notre site d'ailleurs une analyse méticuleuse de ce qui va être fait, où il ressort que l'augmentation du SMIC ne sera par exemple pas du tout de 100 € net comme un grand nombre de Français ont pu le penser sur le coup, du fait d'une ambiguïté savante dans les propos de M. Macron. Mais en fait, ça sera beaucoup plus proche d'environ une vingtaine d'euros. Le reste venant notamment de primes à l'emploi qu'il va falloir demander. Si on ne les demande pas, on ne les obtient pas. Enfin, bref, bien des désillusions risquent d'arriver en début d'année prochaine. Ce que je voudrais donner comme conseil aussi aux Gilets jaunes, c'est que je crois que certains sont entrés en conciliabule ou en concertation avec des représentants de la puissance publique. Je voudrais leur dire de faire très attention aux médias, puisqu'ils sont présentés dans les médias de façon de plus en plus péjorative. Comme je le disais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'avais un conseil un peu à leur donner. Si certains d'entre eux, lorsqu'ils rencontrent par exemple tel ou tel ministre, pouvaient demander par exemple qu'une chaîne de télévision publique, comme par exemple France 3, leur accorde par exemple 2 ou 3 fois par semaine une émission de 1 heure où des Gilets jaunes pourraient être les maîtres de l'émission, pourraient dire ce qu'ils ont sur le cœur, eh bien je pense que ce serait une bonne chose. Ce serait d'ailleurs légitime, puisque lorsque je vois les sondages, on apprend dans les sondages qu'il y a à peu près 70 à 80% des Français qui approuvent le mouvement des Gilets jaunes. Même encore maintenant, 70% je crois. Or, ces 70% de personnes qui approuvent les Gilets jaunes, ou 80%, sont des gens qui payent leur redevance audiovisuelle. Donc, normalement, dans une démocratie, les médias devraient refléter les opinions publiques, notamment l'opinion du peuple, qui finance surtout les médias publics.
J'en profite pour rappeler au passage que dans mon programme l'année dernière, j'avais prévu justement la renationalisation de TF1 afin de mettre de TF1, la première chaîne de télévision serait une chaîne qui serait rendue d'une certaine façon au peuple français et où toutes les tendances pourraient s'exprimer. Dans une démocratie, il n'est pas normal, c'est même quasiment impossible, d'avoir, comme c'est le cas en France, tous les grandes chaînes de radio et de télévision soit détenues par l'État, donc placées sous la tutelle du chef de l'exécutif, soit détenues par une quinzaine de milliardaires. Dans une démocratie, normalement, on ne devrait pas avoir de médias détenus par des milliardaires. Ou alors, si l'on en a, pourquoi pas ? Dans mon programme, j'avais pas prévu la renationalisation de toutes les chaînes de télévision, mais qu'il y ait au moins une ou deux grandes chaînes de télévision qui soient non seulement des chaînes publiques, mais qui ne soient pas sous la tutelle du chef de l'exécutif, mais qui soient à la disposition du peuple français. Je me rappelle, j'avais même précisé que les programmes pourraient être organisés selon des consultations de gens qui seraient soit tirés au sort, soit avec des espèces de petites boîtes, comment dirais-je, des répondeurs, des transpondeurs qu'il y a à côté de leur télévision. Et puis, il y a, je crois, plus de 60 000 personnes qui sont ainsi reliées chaque jour, à chaque heure, chaque minute, aux instituts qui permettent de savoir quelle est l'évolution d'une audience d'une émission de télévision, eh bien que l'on demande aux gens ce qu'ils veulent, quel est le genre de programme et de responsables politiques et de programmes politiques qu'ils voudraient avoir. Pour tout dire, c'est anormal. C'est tout à fait anormal que, alors que j'ai réussi l'année dernière, non sans difficulté, à recueillir à peu près 1% des suffrages, eh bien, depuis maintenant 1 an et demi, après le premier tour, je n'ai eu pour l'instant aucune heure, enfin 0 heure, 0 minute et 0 seconde de couverture dans les grands médias publics télévisuels et radiophoniques du pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, et ça veut dire en particulier que la loi n'est pas respectée. Je crains que ça ne soit la même chose avec les gilets jaunes. Je crains que les gilets jaunes soient de plus en plus confrontés à l'inquiétude du gouvernement et de l'exécutif, et que de plus en plus, les grands médias du pays leur soient carrément hostiles. C'est d'ailleurs à peu près ce qui est en train d'arriver. On a vu cette chose absolument incroyable de France 3 qui a publié une photo qui avait été retouchée. Tout le monde a vu ça sur Internet. C'était, je crois, sur le parvis de l'Opéra de Paris. Eh bien, il y avait une photo avec un gilet jaune qui portait une pancarte avec marqué Macron dégage, et la télévision avait enlevé le mot dégage. C'est incroyable. Si vous y réfléchissez, c'est incroyable. On est revenu à l'ère stalinienne, sous Staline, où il y avait effectivement des photos qui étaient retouchées lorsque, par exemple, tel ou tel grand personnage soviétique du début des années 20 était tombé en disgrâce auprès de Staline, et donc disparaissaient des photos retouchées. Alors, c'est la raison pour laquelle je donne comme conseil aux Gilets jaunes, de moins ceux qui auront peut-être la possibilité de faire des revendications, eh bien qu'ils essayent d'obtenir, mais pas des miettes, qu'ils essayent d'obtenir sur, mettons, France 3 ou France 2, qu'ils essaient d'obtenir 1 heure ou 2 heures de télévision 2 fois ou 3 fois par semaine, et puis pas à 4 heures du matin, à 1 heure de grande écoute, à 20h30, entre 20h30 et 21h30 par exemple, le temps que dure ce mouvement, et qu'ils soient notamment maîtres de ce qu'ils diront, des gens qu'ils inviteront. Je pense que ce serait une bonne chose. Je n'ai pas, en fait, beaucoup d'espoir que cette demande ne sera satisfaite. À mon avis, on leur mettra des bâtons dans les roues à peu près comparables à ce que j'ai eu moi-même. C'est la raison pour laquelle je fais une deuxième proposition aux Gilets jaunes. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle n'est pas aussi brillante que la précédente. Mais au moins, elle a le mérite d'exister et elle a le mérite d'être sincère, honnête et d'être immédiatement disponible. Eh bien, c'est ici. Voilà. Nous inaugurons notre nouveau studio. Vous avez vu, il y a des petits problèmes encore de maintenance.
Nous avons cette très jolie table qui nous a été livrée il y a 48 heures. Nous allons pouvoir avoir des débats, et pas seulement avec moi, mais on va avoir des débats avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, pas davantage, parce qu'après, ça tourne à la cacophonie. Et puis, nous avons déjà pris des contacts pour avoir des responsables économiques, des journalistes ou des essayistes indépendants, des youtubeurs et des youtubeuses aussi qui vont venir. Eh bien, je lance ici un appel aux Gilets jaunes. Si parmi vous, il y en a qui souhaitent venir s'exprimer, en particulier ceux qui ont dans leur région acquis une certaine notoriété, par exemple, ou je sais pas moi, dans leur ville ou dans leur département, eh bien, je leur suggère de nous écrire. Ils vont sur le site upr.fr, UPR comme c'est marqué sur cette table, upr.fr, et puis ils vont contacter nous en disant ben voilà, je suis un gilet jaune de tel endroit, moi j'aimerais venir parler de ça et ça, et puis éventuellement donc nous les inviterons à venir débattre avec 1 ou 2 gilets jaunes d'une autre région de France. Et puis il y aura un animateur, peut-être de temps en temps ça sera moi, de temps en temps ça sera quelqu'un d'autre. Voilà. On va essayer de faire ça. Disons dans un premier temps, on va commencer au mois de janvier, début janvier. On se laisse le temps de démarrer, de préparer ça. Et puis on va commencer ça 1 ou 2 fois par semaine, puis on verra ce que ça donne, si on a des demandes, si ça intéresse les gens. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour ce mouvement. Je ne voudrais pas que ce mouvement se fasse étouffer et se fasse entraîner vers des fausses pistes, comme c'est actuellement le cas, je pense, dans un certain nombre de cas.